Merci Didier. Mesdames et messieurs les invités, camarades congressistes, amateurs d'histoire, adhérents et futurs adhérents de l'IHS, notre fédération a sollicité son Institut d'histoire sociale pour évoquer un moment fondateur de notre société, la création du Conseil national de la résistance et l'élaboration de son programme. Pourquoi évoquer 70 ans après ce que certains considèrent comme un épisode appartenant à l'histoire et devant y rester? Si Philippe Martinez, dans son rapport introductif au débat, y fait référence, c'est bien parce que ce texte et ses implications continuent d'être une référence fondamentale et un enjeu majeur. Dans l'éditorial du magazine Challenge d'octobre 2007, Denis Kessler, alors vice-président du MEDEF, déclarait « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes, il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception, elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. On ne peut être plus clair. Il semble bien que la petite plaquette qui vous a été diffusée et qui porte le merveilleux nom des Jours heureux par le CNR suscite encore l'acharnement et la haine de certains, tant ce programme demeure porteur d'avenir. Parler du CNR nécessite de replacer ce grand moment de notre histoire de France dans son environnement et son contexte historique. Mais les raisons qui motivent cette évocation supposent de relier ces événements aux réalités de notre époque. Il y a quelques jours, un parti d'extrême droite sortait premier des urnes. On peut rappeler les 60% d'abstention et les conditions particulières qui ont entouré ce scrutin. Il n'en demeure pas moins qu'une organisation politique fondamentalement opposée à nos valeurs et à nos principes a été portée en tête des élections européennes dans notre pays. Nombreux sont ceux qui refusent de considérer les électeurs du Front National comme des fascistes en puissance et qu'il faut désormais respecter leur choix et arrêter de les diaboliser. L'ensemble des médias le fait déjà depuis longtemps en leur offrant une tribune permanente. Le 21 avril 2002, le maintien au second tour de l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen avait vu un vaste rassemblement dénoncer le danger et défendre les valeurs de la République. Réaction salutaire. Il est d'autant plus regrettable de constater qu'il y a quelques jours, le représentant d'une organisation syndicale de salariés, tenant son congrès cette même semaine, dénoncer le comportement de la CGT qui, pour lui, conduisait les salariés à la désespérance et alimentait le Front National. Il revient à notre Institut d'histoire sociale de rappeler quelques vérités et les enseignements d'un passé pas si lointain. C'est notre mission. Celle que nous a assignée la Fédération lors de notre création est telle que définie par nos statuts, témoigner, sauvegarder, analyser, transmettre. Quel meilleur sujet que le programme du Conseil national de la résistance pour replacer ces éléments en perspective. Ce texte est le fruit d'un long processus et le témoignage d'une volonté farouche de quelques acteurs de dépasser leurs différences, leurs oppositions parfois, pour se rassembler, regagner la dignité de notre pays et construire une ambition pour l'ensemble de ses citoyens. Revenons en arrière. La victoire du Front populaire de 1936 et les acquis de la lutte des salariés avaient suscité au sein des milieux réactionnaires un esprit revanchard et une haine qui s'était traduite par ce cri du patronat, plutôt Hitler que le Front populaire. Après l'étrange défaite de 1940, comme l'a qualifié l'historien Marc Bloch, c'est Pétain, maréchal de France, qui obtient les pleins pouvoirs du Parlement et signe avec Hitler le pacte de la collaboration, déjà un pacte avec le diable. Mais le vainqueur de Verdun est un homme d'un autre temps, d'un autre siècle. Il va pourtant apparaître à 84 ans comme le sauveur suprême. Pétain, cet ami de Franco. S'il fait don de sa personne à la France, c'est pour mieux se défouler contre la populace du Front populaire. Ainsi, il entérine la partition du pays en plusieurs zones, instaure l'État français, travail, famille, patrie, les lois d'exception, les sections spéciales, ces tribunaux arbitraires chargés de condamner toute opposition, la charte du travail, avec un syndicat unique et obligatoire, le service du travail obligatoire, les lois anti-juives, la collaboration avec l'ennemi par le pillage du pays, puis viendront les milices, les auxiliaires de la Gestapo, et cette hâte ignoble à vouloir devancer les exigences de l'occupant nazi. La France est battue, occupée, le pays est sonné. La population frappée de stupeur, il lui faudra du temps pour se réveiller et pouvoir se remettre à réfléchir, à penser,
à prendre conscience. L'exception et la censure sévissent déjà depuis de longs mois. Le Parti communiste est interdit depuis 1939, comme la diffusion du journal L'Humanité et celui de la Vie ouvrière. Les élus et militants sont pourchassés, arrêtés. Les forces vives de la nation, celles qui lui rendront son honneur, sont traquées, niées, incarcérées et bientôt assassinées. Dès l'automne 40, la police française arrête les militants. Emprisonnés, passant de prison en camp d'internement, ils sont nombreux. Les Guy Môquet, Charles Michels, Jean-Pierre Timbaud à finir sous les balles des fusils allemands, livrés comme otages par le gouvernement français et son ministre Pucheux, ancien collaborateur de Louis Renault. Mais d'autres sont déjà dans l'action, à l'image de Suzanne Masson, engagée dans la résistance à l'occupant dès juin 40. Principalement des femmes qui participent, comme Cécile Roll-Tanguy, à la mise en place des comités populaires. Ce sont elles qui permettront aux militants démobilisés de renouer les contacts et de rentrer eux-mêmes dans l'action clandestine. Des voix se font entendre. Le général de Gaulle et son appel du 18 juin, Jacques Duclos et Benoît Frachon appelant le 10 juillet à combattre le gouvernement illégitime des forces réactionnaires. Elles sont peu entendues, ces voix, et ils sont bien peu à y répondre. Mais le mouvement est lancé et ne fera que se développer. Le Parti communiste, bénéficiant d'une redoutable expérience, se met aussitôt en action dans le domaine de la propagande, du renseignement et de l'aide aux évadés. Décidés à développer la lutte armée au cœur du territoire national, ces francs-tireurs et partisans vont rapidement contraindre la France combattante de Londres et les autres mouvements de résistance à modifier leur position, trop souvent attentiste, devant les exactions nazies et la complicité de Vichy. En octobre 1942, le général de Gaulle donne mission à Jean Moulin d'unifier uniquement les mouvements de résistance intérieure. Il tente ainsi de les rassembler sous sa seule autorité, tout en écartant les anciens partis politiques, et principalement le Parti communiste français, mais il échoue à vouloir écarter cette force majeure de la résistance. La présence des partis dans une institution clandestine représentative de la nation devenant incontournable, on en reconstitue certains pour les besoins de la cause. Les débats sont vifs, houleux, les ruptures fréquentes, les personnalités s'affrontent. C'est cette délicate tâche à la fois de diplomatie et d'autorité que Jean Moulin doit conduire dans la clandestinité. L'objectif est d'établir la prééminence du général dans la direction des résistances et d'affirmer symboliquement une nation reconstituée. Le 2 février 1943, c'est la victoire de Stalingrad. Dès lors, chacun sait que les jours du régime hitlerien sont comptés. L'évolution rapide de la situation impose un rapport de force d'une autre dimension pour libérer le territoire national et préserver l'indépendance du pays. En effet, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, a plusieurs projets. La dissolution de l'empire colonial français au bénéfice de la libre entreprise américaine, la prise de contrôle de l'administration française par ce qui s'appellera l'AMGOT, le gouvernement militaire allié des territoires occupés, qui imprimera bientôt ses propres billets en francs, et la partition d'une partie du territoire national pour y inclure de larges enclaves militaires américaines. La question de la relation entre résistance intérieure et extérieure est posée, et avec elle l'unité d'action des différents mouvements. Il faut pouvoir mettre en place des institutions capables de diriger le pays avant même l'avancée des Alliés. Mais la majorité des mouvements de résistance sont opposés à toute résurgence des partis politiques. N'oublions pas que les socialistes ont voté massivement les pleins pouvoirs à Pétain avant de sombrer dans la collaboration. Et hormis quelques individus, le Parti socialiste n'a créé aucune organisation de résistance. Les radicaux, les groupes démocrates chrétiens et la droite parlementaire ont quasiment disparu. Seul le Parti communiste a construit une organisation puissante et efficace contre l'occupant. Mars 1943, Jean Moulin est envoyé en France pour constituer un conseil de la résistance unique pour tout le territoire, regroupant 16 composantes et 5 partis. La CGT, encore divisée quelques mois plus tôt entre ex-confédérés et ex-unitaires, est parvenue à se réunifier avec les accords du Péreux du 17 avril 1943. Mesurons ce qu'il a fallu de conviction et de volonté à ses camarades pour parvenir à dépasser les haines et les ressentiments et permettre, par la présence des 2 centrales syndicales de l'époque, CGT et CFTC, la constitution de ce Conseil national. Le Parti socialiste y accède avec nombre de grincements de dents. On y adjoint les radicaux et 2 composantes de droite pour figurer une représentation nationale. Le 27 mai 1943, le texte constitutif du Conseil national est adopté à l'unanimité, ce qui restera une règle de son fonctionnement. Ainsi, les principales composantes de la résistance intérieure sont organisées dans l'unité et sous l'autorité du général de Gaulle.
C'est cette date du 27 mai qui a été retenue pour devenir, depuis cette année 2014, jour de commémoration et de mémoire de la Résistance. Mais quelques semaines après sa constitution, le CNR voit disparaître son premier président. Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté, torturé, et décédera des suites de ses blessures. Prenons un instant pour rappeler les conditions dans lesquelles le CNR s'est formé, réuni et a élaboré ses orientations et son programme. La clandestinité permanente, la difficulté des liaisons, le danger des contacts directs, les faux rendez-vous, les faux messages, la presse clandestine, parfois détournée, autant de pièges et de périls vécus au quotidien. Le CNR va rapidement affirmer ses fonctions. Organe clandestin, il va adopter le 15 mars 1944 un programme qui définira la nécessité du développement de la lutte armée et la préparation de l'insurrection nationale. C'est par le biais de celui-ci, les jours heureux, cette merveilleuse petite plaquette, qu'il se fera connaître de la population et rentrera dans la mémoire collective à la Libération. Ambroise Croizat, ancien secrétaire général de la Fédération des métaux, en avait déjà fixé les grandes dimensions et les grandes ambitions dès le 25 mars 1943 sur les ondes de Radio Alger. Redonner à la France et aux travailleurs la place qu'ils méritent par leur effort et leur sang versé, telle sera notre priorité. Les larmes et la mort n'auront pas été vaines. Elles accoucheront d'une France nouvelle, celle des nationalisations et de la sécurité sociale. Ce texte, divisé en deux parties, appelle dans un premier temps au développement de l'action armée et sera l'objet d'un affrontement entre socialistes et communistes. Les premiers favorables à une simple coordination avec les forces alliées, les autres partisans de l'insurrection. La deuxième partie, le programme politique, deviendra à la Libération le texte de référence connu sous le nom de programme du CNR. Il y est inscrit tout d'abord le châtiment des traîtres et l'éviction des collaborateurs dans tous les domaines, puis les mesures sur la démocratie, le suffrage universel, la liberté de la presse, la démocratie économique et sociale avec notamment les nationalisations, les mesures sociales, dont l'ajustement des salaires, le rétablissement du syndicalisme indépendant, un plan de sécurité sociale, etc. Deux questions semblent ignorées par le CNR, le droit de vote des femmes et le droit à l'indépendance des peuples colonisés. La raison, le principe d'unanimité. Pour les radicaux, il était inacceptable de laisser voter les femmes demeurer sous l'influence de l'Église catholique. Quant au peuple colonisé, la vision républicaine paternaliste restait persistante à leur égard. Il n'en demeure pas moins, au regard de la composition élargie de ce Conseil national, qu'il est surprenant que l'unanimité ait pu être obtenue sur un texte de dimension aussi progressiste. Pour autant, jusqu'à la Libération, il sera peu diffusé. Même si le gouvernement provisoire refuse de s'y référer, et qu'il n'est pas remis officiellement au général de Gaulle, qui se garde bien d'en mentionner l'existence, c'est bien son contenu qui se met en place entre août 1944 et octobre 1945. Organisation de la presse et interdiction des concentrations, institution des houillères du Pas-de-Calais, contrôle de l'État sur la marine marchande, relèvement des cotisations de l'assurance maladie, nationalisation des usines Renault, institution des comités d'entreprise, transfert à l'État des actions des sociétés Gnome et Rhône, Air France et Air Bleu, ordonnance de base de la sécurité sociale, statut des fermages et du métayage. Il s'agit de reconstruire un pays en repensant tous les rouages de la société. Dans un pays dévasté, ruiné, exsangue, frappé de douleur et de stupeur à l'ouverture des camps et au retour des survivants, le rapport de force issu du combat de tout un peuple pour sa liberté et sa dignité impose des décisions d'une ambition jamais égalée. On va se donner, dans une telle situation, les moyens de créer la sécurité sociale, de rénover les pensions de retraite, l'assurance maladie, les allocations familiales. Et pour cela, on confisque, on nationalise, on va chercher l'argent là où il est et on impose des productions pour le bien commun et non plus pour l'intérêt de quelques-uns. Le Conseil national de la résistance, au-delà de l'image d'unité et de détermination qu'il a su donner, a également fourni, par son programme, une ambition sociale et économique qui fait cruellement défaut de nos jours. Les perspectives qu'il trace pour la société demeurent un point d'appui pour les salariés et un objet de critique et d'attaque de la part du capital, car ce programme fait aujourd'hui encore l'objet de la haine du patronat. Comment en serait-il autrement ? Si celui-ci est absent du Conseil national de la résistance, c'est parce que les dirigeants d'entreprise ont été, pour l'essentiel, partie prenante du gouvernement de Vichy, vautrés dans une collaboration zélée, avide et ô combien rentable. De Gaulle leur dira à la Libération « Messieurs, je n'ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres, soyez satisfaits de ne pas être en prison. » La voilà la réalité. Le voilà l'objectif permanent des soi-disant entrepreneurs qui aujourd'hui ont poussé à l'extrême la recherche du profit immédiat. Comment ne pactiseraient-ils pas avec le diable, eux qui l'ont enfanté ?
Nous avons le devoir de rappeler, d'informer, d'aider nos concitoyens à prendre conscience que les alternatives chimériques qui échapperaient au conflit droite-gauche ne sont que les relents d'une période horrible, ignoble, de notre histoire commune. Cette droite extrême et réactionnaire dont on tente de repeindre la façade à coups de bleu marine est bien la même qui a déshonoré notre pays et voué à la torture et à la mort tant de ses enfants. Le CNR aura assumé l'image, la représentation et le rôle d'une nation recomposée, déterminée et ambitieuse. Il aura édicté des principes démocratiques et sociaux, tracé des pistes et installé des rails pour les années de reconstruction et de développement économique et social de notre pays. Il restera un moment de notre histoire où la souffrance, la haine, la mort, le sang et la peur se sont montrés incapables d'écraser toute humanité. Il sera ce moment d'un peuple retrouvé et qui sait que son avenir lui appartient. Je terminerai en parlant de la citation de Robert Chambeiron, dernier survivant du CNR et ancien bras droit de Jean Moulin, qui a écrit « La remise en cause de ce qu'on appelle aujourd'hui les acquis économiques et sociaux de la résistance ne peut qu'être perçue comme un recul historique au combat du peuple français pour se débarrasser du régime rétrograde et antidémocratique de Vichy. Tourner le dos à l'esprit du programme du CNR, c'est tourner le dos au progrès. » Il me revient maintenant l'honneur d'évoquer un témoin et un acteur de ces terribles années. Il s'agit d'une femme. Et quelle femme! Il y a quelques semaines, la nation tout entière lui a témoigné sa reconnaissance et son admiration à la personne du président de la République, Madame Cécile Roll-Tanguy. Notre camarade Cécile a été élevée au rang de grand officier de la Légion d'honneur. Née Le Bihan, Cécile a été embauchée en 1937 comme dactylo au syndicat des métaux de la région parisienne par le camarade Jean-Pierre Timbaud. Elle y fait la connaissance d'un autre militant métallo, Henri Tanguy, dont elle sera la marraine de guerre lorsqu'il partira rejoindre les brigades internationales en Espagne. Henri reviendra blessé de cette lutte aux côtés des Républicains, avec le souvenir d'un camarade de combat, Roll, dont il prendra le nom dans la Résistance. Il se marie en avril 1939, conscient que la guerre est proche. Une petite fille née bientôt, Henri immobilisé, Cécile est seule, quand la petite Françoise, âgée de quelques mois, tombe malade et décède. Cécile enterrera son enfant le jour de l'entrée des Allemands dans Paris. Mais dès le lendemain, elle s'engage dans les comités populaires, prémices des réseaux de la résistance. Elle dira « Je n'avais plus rien à perdre, je suis entrée dedans sans état d'âme. C'était mon chagrin, c'était aussi ma façon d'y faire face. » Désormais, elle tape des tracts, assure des liaisons, devenant tour à tour dans la clandestinité Jeanne, Yvette ou Lucie. Quand Henri est démobilisé, c'est Cécile qui lui fait reprendre contact avec les camarades. C'est par elle qu'il rentrera dans la résistance. Désormais, ils vivent dans la précarité. Elle craint en permanence d'être suivie, découverte, trahie. Elle prend l'habitude de guetter les reflets dans les vitrines. Elle apprend à être attentive à tout. Malgré la clandestinité, ils ne renonceront jamais à leur vie de couple. Et le 28 mai 1941 naît la petite Hélène. Cet été-là, on retrouve Cécile dans une mansarde du 14e arrondissement, assise sur un petit banc, la machine à écrire posée sur une chaise, les parois de la pièce isolées par des couvertures, le bébé dormant tant bien que mal, tandis que la radio marche pour amortir le bruit de la machine. Elle assure des liaisons, des rendez-vous. Les promenades servent souvent à transporter du matériel, des armes, dans le landau. Avec Henri, ils n'ont jamais été vraiment séparés. Elle se rappelle avoir traversé Paris dans le métro en 1942 avec Henri comme éclaireur et la petite Hélène sous le bras. Elle transportait dans un innocent sac de couche un engin à retardement fabriqué par son époux. Cela pour se retrouver dans un terrain vague, porte de Clignancourt, où, l'enfant jouant à leurs pieds, Henri expliquait à celui qui aurait à utiliser le maniement de l'engin. « Non, je n'avais pas peur, dit-elle. C'était évidemment un peu osé, mais nécessaire. Alors... » Elle tape sur sa machine des ordres, des instructions pour la libération, mais aussi pour l'emploi du matériel, comme le plastique, les crayons détonateurs, le cordeau Bickford. Toutes ces pratiques n'ont plus de secret pour elle, bien qu'elle avoue n'avoir jamais eu l'occasion de les utiliser personnellement. Le 14 août 1944, Cécile part pour Montrouge rejoindre Roll, qui est devenu chef des FFI de la région Île-de-France. Elle emporte sur son vélo la précieuse machine à écrire et une mitraillette pour Henri. Puis elle sera emmenée au PC d'Enfer Rochereau dans les catacombes avec la consigne de son mari « Surtout, n'oublie pas la machine à écrire ». C'est là qu'elle tapera l'ordre de l'insurrection qui lancera le soulèvement des Parisiens et la libération de Paris. Cécile dira « 4 ans, jour pour jour, après le retour d'Henri, nous pouvions enfin nous battre au grand jour, chasser l'envahisseur, voir revenir une vie normale.
Quand les armées alliées sont entrées dans Paris, bien sûr, nous triomphions, mais malgré moi, j'évoquais le très long cortège de ceux qui étaient tombés en route et qui ne voyaient pas, avec nous, le succès de notre combat. Henri, devenu le colonel Roll, signe, avec Leclerc, la capitulation du général allemand commandant de Paris. Puis, la victoire acquise, la vie a repris. Une autre fille est née. Cécile s'est occupée de ses enfants. Au début, j'ai eu un peu de mal à m'y faire, avoue-t-elle. C'est au nom des femmes, pour la plupart anonymes, qui se sont engagées dans la résistance, se sont battues, sont mortes, disparues, ou pour quelques-unes rentrées chez elles à la Libération sans aucune reconnaissance, que Cécile a accepté l'hommage de la nation. Cette grande dame n'a jamais eu, tout comme son mari, pour seule ambition que de travailler au service des autres et n'a pas le sentiment d'avoir eu une vie ou un comportement exceptionnel. Ne pouvant être présente parmi nous aujourd'hui, c'est par le biais de cet écran qu'elle adresse un salut à l'ensemble du Congrès. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux camarades qui seront présents au Congrès et qui sont de toute façon aujourd'hui... D'abord, je voudrais leur dire de continuer bravement ce qu'ils ont commencé à faire quand ils ont pris déjà une carte du syndicat. Et autour d'eux, que les gens prennent avec l'idée, parce que je vois bien, quand une boîte ferme, ils viennent voir un syndicat. L'un ou l'autre des syndicats d'ailleurs, ils y vont. Mais c'est avant qu'il faut y aller, pour que le syndicat ait plus de force au moment où il y a des difficultés. La place des femmes, elle est quand même de plus en plus importante. Moi, je dis toujours, quand on me dit, le général de Gaulle a donné le vote aux femmes. C'est pas vrai. C'est nous, entre autres, dans la résistance, qui avons gagné le vote des femmes. On ne pouvait plus attendre pour le mettre en noir et blanc dans la Constitution, dans la loi, dans les règles. Donc c'est bon. Et puis quand même, depuis quelques années, on voit les femmes un peu plus prendre leur place. C'est vrai, c'est vrai. Je dois dire que les métallos se sont rapprochés de nous quand Henri était dans l'armée, où il est resté quand même jusqu'en 62. Pour ses 50 ans, c'est Jean Breton qui a organisé un repas, une rencontre avec les métallos. Bien sûr, on avait toujours la liaison avec Roger Linet, puisqu'on avait été avec lui aussi dans les FTP, avant qu'il ne soit arrêté. Donc, vous êtes vraiment le lien que j'ai gardé de cette résistance que j'appelle la résistance populaire, et ça dit bien ce que ça veut dire. Mais je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Je dois dire que je reste fidèle aux métallos, mais ils sont très fidèles avec moi aussi. Et je reste très fidèle à la résistance, à tout ce qui a été ma vie. Et puis, il en restait sans doute peu d'années à vivre, mais je ne suis pas pressé de partir, puisque mon plus beau cadeau de mes 95 ans, c'est la naissance d'une arrière-petite-fille à la clinique des métallos des Bleuets. C'est le 4e qui naît, vous voyez. Et puis, là, aujourd'hui, pour vous faire une dernière confidence, eh bien, il y a 75 ans que je m'appelle Madame Tandy, devenue Madame Roll Tandy. Exactement le 15 avril 39, et il me semble le 15 avril 2014. Voilà. Je vous remercie. Alors à vous tous qui êtes là, à vous de vous mettre au travail pour que les syndicats prennent plus d'importance, c'est-à-dire aient plus d'adhérents pour défendre tout ce qu'il y a encore à défendre.
Merci pour elle. Nous serons nombreux à lui transmettre votre hommage. Je ne m'avance pas beaucoup en déclarant au nom de tous les congressistes que cette attitude toujours simple, évidente, naturelle, ne peut que susciter notre admiration, notre reconnaissance, notre amitié et notre affection. Et pour avoir passé quelques heures avec elle la semaine dernière, je peux vous confirmer son émotion et le trouble de ses yeux humides lorsqu'elle évoque sa longue histoire avec les métallos. Permettez-moi d'évoquer à cet instant un autre camarade que Cécile a très bien connu. Militant de la métallurgie, il était l'époux de Jacqueline, la fille de Jean-Pierre Timbaud. Pierre-Olivier s'est éteint avant-hier et sera inhumé cet après-midi. Jacqueline était toujours présente lors de nos congrès. Aujourd'hui, nos pensées l'accompagnent. Dans le combat quotidien, les difficultés, les luttes, nous avons parfois le sentiment de faire bien peu face à de si grands enjeux. Alors, rappelons-nous ces combattants de l'ombre anonymes qui ont donné leur vie et que Jean Paulhan évoque dans les Cahiers de la Libération en février 1943. Je sais qu'il y en a qui le disent, ils sont morts pour peu de choses. Un simple renseignement, pas toujours très précis, ne valait pas ça, ni un tract, ni même un journal clandestin, parfois mal composé. À cela, il faut répondre, c'est qu'ils étaient du côté de la vie, c'est qu'ils aimaient des choses aussi insignifiantes qu'une chanson, un claquement de doigts, un sourire. Tu peux serrer dans ta main une abeille jusqu'à ce qu'elle étouffe, elle n'étouffe pas sans t'avoir piqué. C'est peu de choses, mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles. Pour ma part, à l'écoute des débats et des interventions dans ce congrès, je sais que notre fédération ne se contentera pas de piqûres d'abeilles. Merci de votre attention. Vive le 40e congrès et vive la CGT.